À Thanksgiving, mes parents ont organisé un vote familial pour décider si je méritais de rester dans la famille. Ma mère a dit, nous avons supporté ton poids mort pendant 27 ans. Chaque proche a levé la main contre moi. C'est alors que mon oncle est entré avec un dossier qu'il cachait depuis 14 ans. Après cela, plus personne ne pouvait regarder ma mère dans les yeux. Mon nom est Diana Ansley. J'ai 27 ans. À l'Action de grâce de l'année dernière, ma mère s'est tenue devant 25 de nos proches et leur a demandé de voter si je méritais de rester dans notre famille. Chaque main s'est levée contre moi. Elle m'a regardé à travers la pièce, cette femme qui m'a élevé, qui a préparé mes déjeuners scolaires, qui m'a appris à faire du vélo, et elle a dit, nous avons porté ton poids mort pendant 27 ans, Diana. Maintenant, c'est fini. Je pensais que c'était le pire moment de ma vie. J'avais tort, car 30 secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et un homme que personne n'avait vu depuis 14 ans est entré, portant une mallette. Et ce qu'il y avait à l'intérieur de cette mallette a fait que toutes les personnes présentes dans cette pièce n'ont plus jamais pu regarder ma mère dans les yeux. Avant de continuer, si cette histoire vous touche, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous le ressentez sincèrement. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est en ce moment. J'aimerais beaucoup le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener à novembre dernier, le mercredi soir avant l'Action de grâce, quand j'ai failli décider de ne pas y aller. Je suis assise dans ma voiture, dans l'allée de ma mère, le moteur tourne toujours, les mains serrées sur le volant à 10h10, comme si j'étais sur le point de passer un examen de conduite. La maison est illuminée, chaque fenêtre. Je peux voir des ombres bouger derrière les rideaux, et je sais déjà qui est où. Maman dans la cuisine, menant la danse. Papa quelque part au calme avec une bière. Ma sœur Megan met la table, car elle met toujours la table. Je devrais entrer. Je sais que je devrais entrer. Mais l'année dernière pèse dans ma poitrine comme une pierre. L'Action de grâce dernière, juste entre la dinde et la tarte à la citrouille, ma mère a annoncé à toute la table, le salaire de Diana ne peut probablement même pas couvrir ses propres courses, sans parler de ce qu'elle nous doit. Personne n'a dit un mot. Ni mon père, ni ma sœur, ni aucun oncle, tante ou cousin. Ils ont juste continué à mâcher. Voici ce qui me tue. Je suis conseillère scolaire. Je suis financièrement indépendante depuis mes 18 ans. J'ai contracté mes propres prêts étudiants. Je paie mon propre loyer, mon assurance voiture, tout. Je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé d'argent à ma famille. Mais ma mère dit aux gens que je l'ai fait, et ils la croient à chaque fois. Mon téléphone vibre. Un SMS de Megan, maman cuisine depuis 5 heures du matin. Ne sois pas en retard. Tu sais comment elle est. Je sais comment elle est. C'est exactement le problème. J'éteins le moteur, ouvre la porte. L'air de novembre me mord le visage. Je me dis ce que je me dis toujours, traverse juste le repas. Souris. Ne réagis pas 4 heures, et tu seras libre. Je suis à mi-chemin des marches du porche quand j'entends sa voix depuis la cuisine, oh, elle est vraiment venue cette année. Gérald, mets une assiette de plus. Les bons marchés. Je ne sais pas pourquoi cette année semble différente, mais debout sur ce porche, la main sur la poignée de porte, quelque chose dans mon ventre murmure, ce soir ne va pas se passer comme tu le penses. La salle à manger est pleine. 25 proches entassés autour d'une table conçue pour 16. Des chaises pliantes supplémentaires traînées du garage. Ma mère est assise à la tête. Elle est toujours assise à la tête, avec mon père Gérald à sa droite et ma sœur Megan à sa gauche. La reine et sa cour. J'ai la place au bout, près de la porte de la cuisine, à côté de mes petits cousins qui se disputent un crayon. Maman se lève pour la bénédiction. Elle joint les mains, incline la tête et dit, « Seigneur, nous te remercions pour cette famille. Pour ceux qui portent le fardeau et ceux que elle marque une pause juste assez longue pour me regarder et nous portons. Amen. » Quelques personnes se remuent sur leur siège. Personne ne la corrige. Je prends ma fourchette et me concentre sur mon assiette, mais je le sens. Quelque chose ne va pas ce soir. Tante Martha ne me regarde pas dans les yeux. Mon cousin Kyle me regarde, puis détourne rapidement le regard, comme s'il avait été pris. Oncle Ted et tante Ruth chuchotent à l'autre bout de la table, et quand je lève les yeux, ils s'arrêtent. Ça me frappe. Ils savent quelque chose que je ne sais pas. Quoi que ce soit,
cela a été discuté avant que j'entre. J'essaie de me secouer. Je me tourne vers ma cousine Jenna, la fille d'oncle Robert, l'une des rares personnes à ces événements qui me parle réellement comme une personne. Elle a 25 ans, elle est gentille, et elle a l'air nerveuse ce soir. Elle continue de regarder la porte d'entrée. Ça va, je chuchote. Jenna se penche. J'ai failli ne pas venir non plus. Mon père, il a dit que quelque chose pourrait se passer ce soir. Puis elle s'arrête en plein milieu de sa phrase. Parce que ma mère nous regarde de l'autre côté de la table. Jenna prend son verre d'eau et ne dit rien d'autre. Oncle Robert. Il n'est pas venu à l'Action de grâce depuis 14 ans. Pourquoi Jenna le mentionnerait-elle maintenant? Ma mère sourit à la pièce, j'espère que tout le monde a gardé de la place. Nous avons une petite affaire de famille à discuter après le dessert. À mi-chemin du dîner, ma mère pose sa fourchette, s'essuie les lèvres avec une serviette, et se tourne vers moi avec ce sourire, celui qu'elle utilise quand elle est sur le point de faire couler le sang en public, mais veut avoir l'air de demander la météo. Alors, Diana, comment va l'appartement? Toujours à te débrouiller avec ce petit salaire? Une vague de rires étouffés parcourt la table. Pas des rires méchants, des rires polis, le genre que les gens font quand ils suivent le leader. Je vais bien, maman. Merci. Elle ne s'arrête pas. Mais elle se tourne vers tante Ruth, tu sais, j'ai tenu un relevé de tout ce que nous avons dépensé pour elle au fil des ans. Elle secoue la tête, lentement, théâtralement, c'est un sacré chiffre. Relevé. Les mots me frappent comme de l'eau froide. Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Il n'y a pas de relevé. Il n'y a jamais eu de relevé. Je regarde Megan. Elle fixe son assiette comme si elle contenait la réponse à l'univers. Je regarde mon père. Il scie un morceau de dinde. Mâchoire serrée, yeux baissés. Ils savent déjà ce qui va arriver. Et puis ça clique. Maman n'a pas seulement préparé le dîner aujourd'hui. Elle a passé des appels. Elle a eu des conversations. Elle a rencontré des gens pour prendre un café. Elle a chuchoté au téléphone. Elle leur a probablement montré ce qu'elle est sur le point de montrer à la pièce. Cette table n'est pas un dîner de l'Action de grâce, c'est un tribunal. Et je suis entré sans avocat. Maman met la main dans la poche de son cardigan et en sort un morceau de papier plié. Elle le tient juste une seconde, ne l'ouvre pas, ne le lit pas, puis le remet en place, j'ai les chiffres ici, mais nous y reviendrons plus tard. Elle reprend sa fourchette et prend une bouchée de gratin de haricots verts comme si elle n'avait pas juste fait exploser une grenade sous ma chaise. Mes mains commencent à trembler sous la table. Je les presse à plat contre mes cuisses et respire. Ce morceau de papier. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dessus, mais je sais une chose. Ma mère ne bluffe jamais sans public. Il y a une chaise vide dans le coin du salon. Un fauteuil inclinable en cuir marron, craqué à la coudoir. Personne ne s'y assied. Il appartenait à mon grand-père. Grand-mère et grand-père Caldwell sont morts quand j'avais 13 ans. Accident de voiture sur la route 9. En revenant de l'église un dimanche matin. Un coup de fil et ils étaient partis. Les deux, juste comme ça. C'étaient les seules personnes de cette famille qui me faisaient sentir que j'étais suffisante. Grand-mère m'appelait notre petite conseillère parce que, même enfant, je m'asseyais sur le porche avec elle et l'écoutais parler de sa journée. Pas pour arranger les choses, juste pour écouter. Elle me tapait la main et disait, ne laisse personne te rapetisser, Diana. Promets-moi ça. J'ai promis. Après les funérailles, ma mère a tout pris en charge. Elle était l'exécutrice de leur succession, la maison, les économies, tout ce qu'ils avaient laissé. J'avais 13 ans. Je ne comprenais pas les testaments, les successions ou les comptes bancaires. Je savais juste qu'un jour, oncle Robert, le frère aîné de ma mère, l'homme qui m'emmenait pêcher tous les étés, a commencé une dispute avec ma mère à la table de la cuisine. Des voix basses mais vives. 2 semaines plus tard, il était parti. Plus d'action de grâce. Plus de parties de pêche. Plus de cartes d'anniversaire. Maman a dit à tout le monde que Robert était jaloux. Il voulait plus que sa part, disait-elle. Il a toujours été comme ça, et tout le monde hochait la tête. Je regarde Jenna, la fille de Robert, de l'autre côté de la table, et je vois les yeux de son père, fermes, un peu tristes.
Mais elle tape quelque chose sur son téléphone sous la table, protégeant l'écran avec sa main. Je me souviens d'autre chose, un détail auquel je n'ai pas pensé depuis des années. Grand-mère a mentionné une fois un compte d'épargne. Mis de côté pour l'éducation des petits-enfants, disait-elle. Après leur mort, maman m'a dit que ce n'était rien, à peine de quoi couvrir les frais funéraires. J'avais 13 ans. Je l'ai cru. Le dîner se termine, les assiettes sont empilées, les enfants courent au salon, puis, au lieu du café et de la tarte, ma mère tape 2 fois dans ses mains comme si elle appelait une réunion à l'ordre et dit « Tout le monde, veuillez passer au salon. Nous avons quelque chose à discuter en famille. » Dans le salon. J'entre et je me fige. Les meubles ont été réarrangés. Les chaises tirées en un large cercle. La table basse poussée sur le côté. Ce n'est pas spontané. Elle a tout organisé avant l'arrivée de quiconque. Je pense à partir tout de suite. Attraper mon manteau, sortir par la porte d'entrée, rentrer chez moi. Mais je sais ce qui se passe si je le fais. Maman secoue la tête, soupire longuement, se tourne vers la pièce et dit « Voyez, elle fuit toujours. Elle ne peut jamais faire face à ses responsabilités. » Et au matin, chaque parent dans le cercle croira cette version. Ma version n'existera pas parce que je ne serai pas là pour la raconter. Mais si je reste, je suis assise à un procès auquel je n'ai pas consenti. Je pense à Millfield. 8000 habitants. Je travaille à l'école primaire. Les parents me connaissent. Si ma famille me tourne le dos publiquement, les rumeurs me suivront au travail, à l'épicerie, sur chaque trottoir de cette ville. C'est comme ça que fonctionnent les petites villes. L'opinion de votre famille devient l'opinion de tout le monde. Je cherche mon père. Gérald est assis sur la 2e rangée de chaises. Ni devant, ni derrière, tenant une bière Core Light comme une bouée de sauvetage. Il ne me regarde pas. Il ne m'a pas regardé depuis le dîner. Ma mère se tient au centre du cercle, lissant le devant de son chemisier. Elle met ses lunettes de lecture. Elle sort ce morceau de papier plié. Sa voix tremble légèrement, juste assez. Je sais que c'est difficile, mais j'ai porté ce fardeau seul trop longtemps. Ce soir, j'ai besoin de l'aide de la famille pour prendre une décision. Le tremblement est parfait, répétez. Je l'ai vu le faire 100 fois lors de collectes de fonds à l'église, lors de réunions parents-professeurs, à la banque quand elle avait besoin qu'on lui annule des frais. Ce tremblement est un outil, mais personne d'autre ne le voit. Il voit juste une mère fatiguée demandant de l'aide. Ma mère déplie le papier lentement, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. J'ai repoussé cela pendant des années, dit-elle. Mais Diana a besoin d'entendre ça. Vous avez tous besoin d'entendre ça. Elle commence à lire. Sa voix est stable, claire. Une femme délivrant des faits, pas des accusations. C'est ça l'astuce. Elle a toujours l'air raisonnable. Article 1. Le coût d'élever Diana de sa naissance à ses 18 ans, logement, nourriture, vêtements, frais médicaux. Total ajusté, 112 000 $. Elle lève les yeux pour s'assurer que la pièce écoute. Elle écoute. Article 2. Soutien financier universitaire que Diana n'a jamais remboursé. Supplément de scolarité, livres, fonds d'urgence. Total, 23 000 $. Ma gorge se serre. Je n'ai pas reçu un centime pour l'université. J'ai contracté des prêts. J'ai travaillé 2 emplois en 2e année. Il n'y a pas eu de supplément de scolarité. Il n'y a pas eu de fonds d'urgence. Article 3. Elle marque une pause pour les faits. La part des dépenses de Diana prélevées sur la succession de vos grands-parents. Frais médicaux, transport, soutien divers. Total, 18 000 $. Elle plie le papier, regarde la pièce. C'est plus de 50 000 $. 50 000 $ que cette famille a investi dans quelqu'un qui n'a jamais dit merci. La pièce est silencieuse. Tante Ruth hoche lentement la tête. Oncle Ted croise les bras. Mon cousin Kyle fixe le tapis. J'ouvre la bouche. Maman, ce n'est pas je n'ai jamais, s'il te plaît, laisse-moi finir. Sa main se lève, paume ouverte. Tu auras ton tour, mais elle continue de parler. Elle se tourne vers tante Ruth. Tu te souviens quand j'ai dû vendre le service à thé en argent de maman? C'était pour couvrir les frais dentaires de Diana. Ruth se souvient,
Ou croit se souvenir. Je n'ai jamais eu de frais dentaires payés par ma mère. Je suis assuré par ma propre assurance depuis mes 22 ans. Mais ça n'a pas d'importance. La pièce la croit. Je le vois sur leur visage. Lèvres serrées, bras croisés, yeux qui me fuient comme si j'étais quelque chose de désagréable. Je n'aurai pas mon tour. Je le sais déjà. Ma mère plie ses lunettes de lecture et les range dans sa poche. Elle regarde autour du cercle, chaque visage un par un. Et quand elle parle, sa voix baisse à quelque chose de presque doux. J'ai beaucoup réfléchi à cela, et je pense qu'il est juste que nous, en tant que famille, votions pour savoir si Diana doit continuer à faire partie de nos rassemblements, de nos traditions, et de toute décision future de la famille. Les mots ne s'enregistrent pas tout de suite. Voter. Elle a dit, voter. Vous leur demandez de me voter hors de la famille? Ma voix semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je leur demande de voter sur ce qui est juste. Cette famille a assez souffert. Je regarde Megan. Ma sœur aînée, avec qui j'ai partagé une chambre pendant 16 ans, fixe ses propres mains sur ses genoux. Elle ne bouge pas. Je regarde mon père. Gérald examine le sol comme s'il n'avait jamais vu de parquet auparavant. Je regarde autour de la pièce. 25 visages. Ce sont des gens pour qui j'ai préparé des accompagnements de l'Action de grâce. Des gens dont j'ai gardé les enfants le week-end. Mon cousin Kyle, que j'ai conduit à CSAT parce que sa voiture était en panne. Tante Martha, que j'ai appelée tous les dimanches pendant 6 mois après son opération de la hanche. Oncle Ted, que j'ai aidé à déménager dans son nouvel appartement au printemps dernier. Pas un seul d'entre eux ne dit, c'est insensé, Patricia. Tu ne peux pas voter quelqu'un hors d'une famille. Pas un seul. Et je comprends tout à la fois. Comme une fenêtre qui se brise, que ma mère n'a pas décidé cela ce soir. Elle a fait campagne. Elle a appelé chacun d'entre eux. Elle a présenté sa version, ses chiffres, ses larmes. Ce vote a été décidé avant que je ne gare ma voiture dans l'allée. Maman. Ma voix se brise, mais je continue. J'ai payé mes études moi-même. Je ne t'ai jamais demandé un seul dollar. Elle se tourne vers la pièce et secoue la tête. Triste, patiente. Une femme qui s'occupe d'un enfant difficile. Voyez, c'est ce qu'elle fait. Elle réécrit l'histoire. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici. Je veux faire une pause ici un instant, car debout dans ce cercle, écoutant ma mère réécrire toute ma vie devant les gens que j'aimais, il y a eu un moment où je me suis dit, ai-je tort? Ai-je vraiment été un fardeau tout ce temps et je ne l'ai pas vu? 27 ans à l'entendre. Quand tout le monde autour de vous croit la même histoire, vous commencez à vous demander si peut-être, juste peut-être, le mensonge est vrai. Je dois vous demander quelque chose. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un répète un mensonge sur vous si souvent que vous avez commencé à douter de votre propre mémoire, que vous avez commencé à penser que peut-être vous leur deviez quelque chose? Dites-le moi en commentaire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Ok, retournons à ce salon. Ma mère joint les mains devant elle comme une ancienne d'église appelant au dîme. Tous ceux qui sont en faveur de l'exclusion de Diana des événements familiaux, des revendications de propriété et des obligations financières? Levez la main. La pièce retient son souffle. 1 seconde. 2. La main de tante Ruth se lève la première. Droite et sûre, comme si elle attendait la permission. Puis tante Martha. Puis oncle Ted. Puis mon cousin Kyle, qui ne me regarde pas en le faisant. Je compte. 10. Ma cousine Brenda. Mon cousin Tom. La femme de Tom, que j'ai rencontrée exactement 3 fois. 15. Grande-tante Peggy, que j'ai conduite à son rendez-vous chez l'optométriste en mars dernier. Mon cousin éloigné Alan. Celui qui m'a emprunté mes câbles de démarrage il y a 2 hivers et ne les a jamais rendus. 20. Les mains continuent de se lever. Lentement, rapidement, à contre-cœur. Fermement. Peu importe. Elles se lèvent toutes. Je regarde ma sœur. La mâchoire de Megan est serrée. Sa main se lève à moitié, fait une pause, puis se lève complètement. Elle ne me regarde toujours pas. 25. Ma mère les compte à voix haute,
lentement, délibérément, comme si elle faisait l'appel. Ruth, Martha, Ted, Kyle, Brenda, Tom, chaque nom un clou. Puis elle arrive au bout de son compte et se tourne vers la dernière personne qui n'a pas levé la main. Gérald. Mon père est assis très immobile. La bière Corlight dans sa main attiédie. Il fixe la canette. La pièce attend. Gérald, plus doucement cette fois, une instruction déguisée en question. Mon père ne me regarde pas. Il regarde le sol, le mur, ses propres chaussures. Et puis lentement, comme si son bras pesait 1000 livres, il lève la main. Mon père, l'homme qui m'a appris à lasser mes chaussures, qui m'a porté sur ses épaules à la foire du comté. Cette main levée contre moi. 26. Je suis debout dans une pièce pleine de ma famille, et je n'ai jamais été aussi seul de ma vie. Ma mère observe la pièce. 26 mains. Elle hoche la tête. Pas triomphante, pas suffisante, satisfaite. Le hochement de tête d'une femme qui a confirmé ce qu'elle savait déjà. Elle se tourne vers moi. La pièce devient si silencieuse que j'entends l'horloge de la cuisine tic-tac à travers le mur. L'enfant de quelqu'un rit dans le salon au bout du couloir. Et puis le son semble appartenir à un autre univers. Nous avons porté ton poids mort pendant 27 ans, Diana. Sa voix est basse, contrôlée, presque gentille. C'est fini. Personne ne respire. Je sens le sang monter à mon visage. Mes oreilles bourdonnent. Mes jambes veulent bouger, mais elles ont oublié comment. 26 personnes viennent de me dire que je n'appartenais pas. Et ma mère est debout au centre de ce cercle comme si elle avait rendu un service. Elle redresse sa posture. J'ai déjà parlé avec un avocat. Vous ne serez plus la bienvenue aux réunions de famille. Et toute revendication que vous pensez avoir sur les ressources de cette famille, considérez-la comme nulle et non avenue. Un avocat. Le mot sort avant que je ne puisse l'arrêter. Pourquoi? Pour protéger cette famille. De vous. Elle le dit si simplement, comme si elle fermait une porte. Je regarde autour de la pièce une dernière fois. Tante Ruth examine ses ongles. Kyle fixe le plafond. Megan a les bras croisés autour d'elle comme si elle avait froid. La main de mon père est de nouveau sur ses genoux, mais le mal est fait. Je pense que c'est ça. C'est la nuit où je perds ma famille. Je me tourne vers la porte d'entrée. Mon manteau est sur le crochet. Mes clés sont dans ma poche. 3 pas et je suis parti. Je fais le premier pas et c'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'ouvre. Une rafale d'air de novembre balaie la pièce. Froide, vive, le genre de froid qui vous fait prêter attention. Un homme entre, cheveux gris, veste usée, et dans sa main droite, une mallette en cuir abîmée. Quoi? Je n'ai pas vu oncle Robert depuis 14 ans, mais je le reconnaîtrai n'importe où. Les larges épaules, la façon tranquille dont il se tient dans une porte comme s'il ne demandait rien à la pièce. Ses cheveux sont presque blancs maintenant. Il est plus mince que dans mes souvenirs, mais ses yeux sont les mêmes, fermes, patients, comme un homme qui a appris il y a longtemps que le silence est parfois plus fort que le cri. Toutes les têtes du salon se tournent. Quelqu'un halète. Je crois que c'est tante Martha. Mais le visage de ma mère, je m'en souviendrai toute ma vie. Devient vide. Pas en colère, pas surprise. Vide, comme si quelqu'un avait débranché la performance qu'elle jouait. Cela dure une demi-seconde, peut-être moins, puis elle se reconstruit. Le sourire est revenu, les épaules carrées. Mais je l'ai vu, cette demi-seconde de peur nue. Robert entre et ferme la porte derrière lui. Il regarde autour de la pièce lentement. Ses yeux se posent d'abord sur Jenna. Sa fille lui fait un petit signe de tête, puis sur moi, puis sur Patricia. Je n'ai pas été invité. Sa voix est calme, grave. Je sais. Ma mère se reprend vite. Robert, c'est une affaire de famille. Tu as renoncé à ton droit de... Il prend une chaise au mur et s'assied. Il pose la mallette sur ses genoux. Je me souviens d'une époque où j'étais de la famille. Jenna se lève et se déplace vers la chaise à côté de lui. Personne ne l'arrête. Ma mère fait un pas en avant. Sa voix baisse. Pas douce, pas gentille, froide. Quoi que tu sois venu faire ici, Robert, ne le fais pas. Il la regarde.
Puis il regarde la mallette. Puis il me regarde. Et quand il parle, sa voix se brise légèrement sur le premier mot. J'aurais dû faire ça il y a des années, Diana. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Les jointures de ma mère blanchissent autour du dossier de la chaise qu'elle sert, et je réalise pour la première fois de ma vie. Je regarde ma mère effrayée, véritablement et profondément effrayée. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Robert ne se presse pas, il pose ses mains sur la mallette comme s'il avait fait ça dans sa tête 1000 fois. Et maintenant que le moment est venu, il veut bien le faire. Il regarde la pièce, pas Patricia, mais tout le monde. Il y a 14 ans, nos parents sont décédés. Sa voix est stable, mesurée. Maman et papa Caldwell. La plupart d'entre vous étaient aux funérailles. Patricia est devenue l'exécutrice de leur succession. Elle a géré la maison, les comptes, la distribution. Je lui ai fait confiance. Il marque une pause. Nous lui avons tous fait confiance. Tante Ruth se remue sur son siège. Oncle Ted décroise les bras. Maman et papa ont laissé une succession d'environ 360 000 $. La maison, 2 comptes d'épargne et un fonds distinct, 40 000 $, spécifiquement destinés à l'éducation de leurs petits-enfants. Diana et Meghan. Je sens l'air quitter mes poumons. 40 000 $. Le fonds d'éducation de grand-mère, celui que maman disait avoir à peine couvert les frais funéraires. Robert continue. 6 mois après les funérailles, j'ai demandé à Patricia de voir les documents de distribution. Elle m'a dit que tout avait été réglé. Les impôts et les frais funéraires ont mangé la majeure partie. Elle a dit qu'il ne restait rien à partager. Il marque une nouvelle pause. Je l'ai cru pendant un moment. La voix de ma mère coupe brusquement. Robert, il lève une main, pas agressif, juste ferme, comme un panneau stop. Patty, je me suis tue pendant 14 ans. Laisse-moi parler. La pièce est figée. Personne n'envoie de SMS. Personne ne gigote. Même l'horloge semble plus forte. Puis un jour, un relevé bancaire est arrivé à l'ancienne maison de maman et papa, celle que je réaménageais pour vendre, adressé à leur compte de succession, un compte qui était censé être fermé. Il regarde Patricia. Elle serre la chaise si fort que ses jointures sont passées du blanc au jaune. Ce relevé montrait des retraits. Des dizaines d'entre eux, tous vers un seul compte personnel. Il ne dit pas le nom. Il n'a pas besoin de le faire. Tous les regards dans la pièce glissent vers ma mère. Et le nom sur ce compte, Patricia, il ment. Il a toujours été, Robert était Patricia Anansley. La pièce se fend comme une faille. Des chuchotements commencent aux abords. Bas, rapide, le genre de murmure qui se produit quand les gens essaient de savoir de quel côté se ranger. Tante Martha se penche en avant sur sa chaise. Patty, c'est vrai? La réponse de ma mère est instantanée. Répétez. Il ment. Il a toujours été jaloux de moi. Mes parents m'aimaient plus et il ne s'en est jamais remis. C'est la même phrase qu'elle a utilisée il y a 14 ans. Mot pour mot. Je le sais parce que je l'ai entendu la répéter à chaque réunion de famille. Le nom de Robert est revenu. Mais quelque chose est différent cette fois. Mon cousin Kyle regarde Robert, puis Patricia, et pour la première fois ce soir, il ne hoche pas la tête avec ma mère. Ses mains sont jointes entre ses genoux. Et il réfléchit vraiment. Meghan regarde notre mère avec une expression que je n'ai jamais vue sur son visage auparavant, comme si elle faisait des calculs dans sa tête, et les chiffres ne s'additionnent pas. Maman a payé toute l'éducation universitaire de Meghan. Elle a dit que ça venait d'économie. Meghan n'a jamais demandé d'où. Mon père lève la tête. Il regarde sa femme, puis Robert, puis la mallette. Sa main, celle qu'il a levée contre moi il y a 5 minutes, tremble. Patricia pivote. Elle se dirige vers le centre du cercle, mais se positionne entre Robert et la pièce et ouvre légèrement les bras. La mère lésée, l'innocente accusée. C'est exactement ce qu'il a fait il y a 14 ans. Il a essayé de monter tout le monde contre moi à l'époque, et il le refait. Robert n'argumente pas. Il n'élève pas la voix. Il dit simplement, je n'ai pas besoin que tu me croies. J'ai des papiers. Il pose sa main sur la mallette. Ne l'ouvre pas. La laisse juste là. La voix de ma mère se tend comme un fil.
Si tu l'ouvres, Robert, je jure, elle ne termine pas la phrase. Et ce silence, cette menace inachevée en dit plus à la pièce que n'importe quel document, car elle n'a pas dit que les papiers étaient faux. Elle n'a pas dit qu'ils étaient erronés. Elle ne voulait juste pas qu'ils soient ouverts. Robert déclipse la mallette. Le bruit est léger. 2 clics métalliques. Mais dans cette pièce, il résonne comme un coup de feu. À l'intérieur, les documents sont organisés avec des onglets de couleur, bleu, jaune, rouge. 14 ans de patience, trié et étiqueté, et il sort le premier, le tien pour que la pièce puisse le voir. Ceci est le testament original de Henry et Margaret Caldwell, nos parents. Il le pose sur la table basse. Patricia a dit à la famille que ce document était perdu. Ce n'était pas le cas. Elle a déposé une version différente auprès du tribunal des successions. Ma mère, ce testament a été modifié avant qu'il, Robert replonge la main dans la mallette. C'est drôle que tu dises ça. Il dépose un deuxième document à côté du premier. Côte à côte. 2 testaments, même nom, signature différente. Celui de gauche est l'original, notarié, attesté. Celui de droite est la version que Patricia a soumise à la succession. Il tapote le deuxième document. Regardez les signatures. Mon cousin Kyle se penche en avant. Tante Martha se lève pour regarder de plus près. Même de l'autre bout de la pièce, je peux le voir. L'écriture sur le deuxième testament est plus serrée, plus contrôlée. Elle ne correspond pas. Mes mains deviennent froides. 40 000 $. C'était censé être à Megan et moi. Pour l'école. Pour l'avenir que grand-mère voulait que nous ayons. Robert sort un troisième document de la mallette, une seule page avec un en-tête. J'ai engagé un expert en écriture judiciaire, certifié, agréé. Voici son rapport. Il le pose sur la table. Les signatures sur le testament modifié ne sont pas conformes à l'écriture connue de Henry ou Margaret Caldwell. La pièce est devenue si silencieuse que j'entends le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Ma mère n'a pas bougé. Elle est immobile, une main pressée contre sa clavicule, et pour la première fois ce soir, elle n'a pas de mots. Robert la regarde, puis la pièce, puis moi. Je ne devine pas, Patty. J'ai passé 14 ans à m'assurer que chaque page de ce dossier est certifiée. Robert plonge une dernière fois la main dans la mallette. Cette fois, c'est une pile de relevés bancaires, pas des photocopies, des originaux, tamponnés et datés. Il les évente sur la table basse comme un croupier distribuant des cartes. Ce sont des relevés certifiés de la First National, le compte de succession de Henry et Margaret Caldwell. Son doigt suit la première page. À partir de 3 mois après les funérailles, des retraits commencent. 12 000 $, 15 000 $, 10 000 $, toujours transférés sur le même compte courant personnel. Il tourne la page suivante et la suivante, chacune montrant le même schéma. L'argent quitte la succession, atterrit au même endroit. Sur une période de 2 ans, 180 000 $ ont été retirés de la succession de nos parents. 180 000 $, il lève les yeux. Le nom de Patricia figure sur le compte de réception, son numéro de sécurité sociale, sa signature sur chaque autorisation de virement. Le silence est si complet que j'entends le réfrigérateur ronronner à travers le mur de la cuisine. Ma mère cède la première. Ce sont des faux. Il a fabriqué, ce sont des relevés bancaires certifiés, Patty. Tamponnés. Datés. Ton numéro de compte. Ton nom. Tante Ruth. La femme qui a levé la main avant tout le monde. Celle qui a acquiescé à chaque mot de ma mère, fixe les relevés, la bouche légèrement ouverte. Sa main, celle qui m'a voté dehors, est tombée sur ses genoux. Mon père parle pour la première fois de la nuit. Gérald Ansley ouvre la bouche. Patty. Un mot. Mais ce n'est plus la voix d'un homme qui suit le mouvement. C'est la voix d'un homme qui vient de réaliser que le sol sous lui n'est pas solide. Patty, réponds-moi. Est-ce que tout cela est vrai? Ma mère ne lui répond pas. Elle se tourne plutôt vers la pièce, cherchant des alliés, reprenant l'ancien scénario. Il a toujours été jaloux. Nos parents m'aimaient plus et ils ne pouvaient pas, mais tante Ruth la coupe tranquillement, presque doucement. Patty, as-tu utilisé l'argent de maman et papa? Je regarde ma mère changer de stratégie en temps réel. Ça se passe vite,
comme changer de voie sur une autoroute. L'accusé devient la martyre. Ses épaules s'abaissent, son menton tremble, des larmes montent à ses yeux, et je ne peux honnêtement pas dire si elles sont réelles. Sais-tu à quel point c'était dur? Sa voix se brise magnifiquement. J'irai tout seul après la mort de maman et papa. Robert est parti. Gérald n'a pas aidé. J'ai tout fait. Les funérailles, les papiers, la maison, les impôts, tout est tombé sur moi. Elle presse une main sur sa poitrine. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Pendant un instant, juste un instant, je vois certains des proches s'adoucir. Le visage de tante Martha vacille. Oncle Ted regarde le sol. Ça marche. La performance marche. Puis Robert parle. Des erreurs. Le mot sort plat et dur. Tu as falsifié leur signature, Patricia. Tu as réécrit leur testament. Tu as volé 180 000 $ à tes propres parents morts. Il marque une pause. Chaque phrase est une brique. Et puis tu as dit à tout le monde que Diana, une fille de 13 ans, était la raison pour laquelle l'argent avait disparu. Cette dernière phrase tombe comme une gifle. Je la regarde frapper la pièce visage par visage, chaise par chaise. La douceur de tante Martha disparaît. La mâchoire d'oncle Ted se serre. 25 personnes me regardent maintenant. La fille qu'il y a 5 minutes, ils ont voté de jeter. Et ils font les calculs qu'ils auraient dû faire il y a des années. Ma mère explose. Sors de ma maison, Robert. Sors. Robert se lève lentement. Il ramasse son manteau, mais avant de partir, il dépose tout le dossier, chaque document, chaque relevé, chaque rapport au centre de la table basse. Je pars. Sa voix ne tremble pas. Mais ses papiers, non. Megan tire sa chaise en avant. Elle prend un relevé bancaire, le lit. Ses mains tremblent. Elle lève les yeux vers notre mère. Sa voix est petite mais claire comme du verre. Maman, les frais de scolarité que tu as dit avoir payés pour moi, ça venait de l'argent de grand-mère et grand-père, n'est-ce pas? Ma mère regarde Megan. Sa bouche s'ouvre. Rien ne sort. La pièce se fracture. La moitié de la famille est regroupée autour de la table basse, se passant les documents de main en main, lisant en silence. L'autre moitié est figée, regardant Patricia comme si elle la voyait pour la première fois. Mon cousin Kyle est le premier à bouger. Il se lève de sa chaise, traverse la pièce et s'arrête devant moi. Son visage est rouge. Sa voix est rauque. Je ne savais pas Diana, je suis désolé. Je hoche la tête. Je ne peux pas encore parler. Ma mère le voit debout avec moi et quelque chose se brise derrière ses yeux. Elle se tourne vers mon père, lui attrape le bras. Gérald, dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. Gérald regarde sa femme. C'est le plus longtemps que je l'ai jamais vu soutenir son regard, puis il secoue la tête. Je ne peux pas, Patty. Je ne peux pas faire ça. 5 mots. Les 5 mots les plus importants que mon père ait jamais prononcés. Et ils arrivent 14 ans trop tard. Mais ils sont là. Tante Ruth se lève et quitte la pièce sans un mot. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Tante Martha suit 30 secondes plus tard, enfilant son manteau avec des mouvements rapides et énervés. Un par un, les gens commencent à partir. Pas tous, mais assez. Assez pour transformer le salon de ma mère, sa scène, son tribunal, en quelque chose de petit et de vide. Patricia est debout au centre du cercle qui n'en est plus un. Des chaises repoussées, des sièges abandonnés. Les documents sont posés sur la table basse comme des preuves sur une scène de crime que personne n'a encore nettoyée. Personne ne la regarde. Ils lisent, partout se parle à voix basse. Elle est devenue invisible dans sa propre maison. Je me tiens dans le coin à côté du fauteuil vide où mon grand-père avait l'habitude de s'asseoir. Et pour la première fois en 27 ans, ce n'est pas moi qui suis négligé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Les papiers ont tout dit ce que je n'aurais jamais pu dire. Robert me trouve sur le porche arrière. Je suis sorti parce que le salon ressemble à un bâtiment après un tremblement de terre. Tout est encore debout, mais rien n'est à sa place. Megan et Jenna le suivent.
Nous quatre sommes assis sur les marches du porche dans le froid, notre souffle formant des nuages dans l'air de novembre. Et Robert me raconte le reste. Tes grands-parents avaient mis de côté 40 000 $ spécifiquement pour toi et Meghan. Un fonds d'éducation. C'était dans le testament original, clair comme de l'eau de roche. Il se frotte les mains. Patricia l'a liquidé moins d'1 an après leur décès. Elle l'a utilisé pour rénover sa cuisine et sa salle de bain principale. La rénovation dont elle disait à tout le monde qu'elle avait économisé pour. La cuisine dans laquelle j'ai mangé le dîner de l'Action de grâce chaque année. La cuisine dans laquelle elle a préparé le repas de ce soir, construite avec l'argent qui était le mien. Elle avait besoin d'une couverture, dit Robert. Alors elle a commencé à dire aux gens que tu étais cher, que tu étais un fardeau financier. Tu avais 13 ans, Diana. Tu ne pouvais pas te défendre. Tu ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à défendre. Meghan pleure. Des larmes silencieuses. Aucun son. Alors qu'elle serre ses genoux sur la marche en dessous de moi, je pose la question qui me ronge depuis 1 heure. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Le visage de Robert se crispe. J'ai essayé. Il y a 14 ans, je l'ai affrontée. Elle a dit à la famille que j'étais alcoolique, que j'étais jaloux, que je voulais plus que ma part. Sa voix baisse. Tout le monde l'a cru. J'ai tout perdu. Les fêtes, les anniversaires, voir Jenna grandir avec ses cousins. J'ai perdu cette famille. Il regarde la mallette posée à côté de lui sur le porche. J'avais besoin de preuves qui ne pouvaient pas être niées. Des relevés bancaires certifiés, un expert en écriture, l'avis d'un avocat. Ça prend du temps, et de l'argent que je n'avais pas beaucoup. Il pose sa main sur mon épaule. Je n'ai pas rassemblé ces papiers pour détruire Patty. Je les ai rassemblés pour que tu connaisses la vérité. Ce qui se passe ensuite, c'est à cette famille de le décider. Meghan s'essuie le visage avec le dos de sa main et se lève sans un mot. Alors qu'elle retourne à l'intérieur, je la regarde à travers la porte moustiquaire. Elle traverse le salon jusqu'à l'endroit où notre mère est assise seule sur le canapé. Patricia a l'air plus petite maintenant. La lumière du plafond révèle chaque ligne sur son visage, chaque trace de mascara qui a bavé. La reine sent sa cour. Meghan se tient devant elle, elle ne s'assied pas. Maman, regarde-moi. Patricia lève les yeux. As-tu payé mes études avec l'argent de grand-mère et grand-père? J'ai fait ce que je devais faire. Meghan, ce n'est pas une réponse. Tu as eu ton diplôme, n'est-ce pas? Un éclair de la vieille Patricia. Défiante, certaine. Tu as ta vie. Je te l'ai donnée. Tu me l'as donnée en volant Diana, oncle Robert, grand-mère et grand-père. Ne te retourne pas contre moi, toi aussi. La voix de ma mère monte en flèche. Je reconnais le ton d'avertissement. Celui qui nous faisait taire toutes les deux quand nous étions enfants. Je suis ta mère. Meghan ne bronche pas. Et Diana est ma sœur. Elle se retourne et retourne sur le porche, s'assied à côté de moi. Pendant longtemps, aucune de nous ne parle. Puis elle dit doucement, comme si elle admettait quelque chose qu'elle portait depuis des années, il y a eu un moment où maman m'a dit de ne pas te prêter d'argent. Elle a dit que tu ne le rembourserais jamais. La voix de Meghan se brise. Tu m'as appelé une fois. Ta voiture était en panne. Tu avais besoin de 200 $. Et j'ai dit non. Je me souviens d'un mardi soir d'octobre. La pluie était si forte que je pouvais à peine voir la route. Alors que je marchais 3 miles jusqu'à la maison parce que ma sœur avait dit non, parce que ma mère lui avait dit de le faire. Je ne savais pas, murmure Meghan. Je jure que non. Je te crois. Elle appuie sa tête sur mon épaule. Nous restons assis ainsi dans le froid, écoutant les bruits d'une famille qui se réarrange à l'intérieur. J'étais l'enfant en or, dit-elle finalement, et je ne l'ai même pas mérité. Je rentre chez moi vers 22 heures. La maison se vide lentement derrière moi. Les gens partent un par un, 2 par 2, les manteaux bien serrés. Les portières de voiture se ferment dans l'obscurité. À minuit, mon téléphone contient 6 messages. Mon cousin Kyle appelle en premier. Sa voix est épaisse, comme s'il était resté assis dans son camion dans l'allée à prendre son courage à 2 mains. Diana, j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû dire quelque chose quand elle nous a demandé de lever la main.
Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Tante Martha envoie un long message, 3 paragraphes. Elle dit qu'elle a cru Patricia parce que, votre mère avait toujours l'air si sûre. Elle avait toujours les détails. Martha ne demande pas pardon. Elle dit simplement qu'elle avait tort. Jenna me serre dans ses bras avant de quitter le porche. Elle me serre fort et murmure à mon oreille, mon père n'a jamais arrêté de parler de toi. Chaque anniversaire, chaque fête, il prononçait ton nom. Mon cousin David appelle. Bref, direct. J'ai foiré. Si tu as besoin de quoi que ce soit, un repas, de l'aide pour déménager, n'importe quoi, je suis là. Tante Ruth revient. 23h, phare dans l'allée. Elle monte les marches du porche où je suis toujours assise avec Megan, et elle me serre dans ses bras pendant 30 secondes sans dire un seul mot. Quand elle me lâche, ses yeux sont rouges. Et puis il y a Megan. Ma sœur ne part pas. Elle reste avec moi sur ce porche jusqu'après minuit. Nous ne résolvons rien. Nous ne faisons pas de grandes déclarations. Nous parlons juste. Nous parlons vraiment pour la première fois depuis des années sans le filtre de notre mère entre nous. Je leur dis la même chose à chacun d'eux, merci d'avoir appelé. Je le pense. Mais des excuses n'effacent pas une main levée. Je vais avoir besoin de temps avant de savoir ce que cela signifie pour nous. Il y a une personne qui n'appelle pas, n'envoie pas de SMS, ne s'excuse pas. Mon père, Gérald Ansley, monte dans son camion après le départ de Robert et s'en va. Je ne sais pas où il va. Je ne le saurai que 2 jours plus tard. Je rentre chez moi par le long chemin. Devant l'école primaire où je travaille. Devant le restaurant où je déjeune le vendredi. Devant la station-service où je fais le plein de ma Honda de 10 ans tous les dimanches, et devant la maison de ma mère. La lumière de la cuisine est toujours allumée. À travers la fenêtre, je peux la voir. Une seule silhouette assise à la table à manger. Les assiettes sont toujours là, les chaises toujours disposées en cercle. La femme qui commandait une pièce de 25 personnes il y a 4 heures est assise seule dans une cuisine qu'elle a rénovée avec de l'argent volé, entourée de restes. Personne n'est resté manger. Je ne m'arrête pas chez moi. Je m'assieds dans l'obscurité de mon appartement, l'appartement qu'elle a raillé, le salaire qu'elle a dénigré, la vie qu'elle a dit à tout le monde être un échec. Et je pense à ma mère, non pas avec haine, non pas avec satisfaction, juste avec la lourde, compliquée fatigue de finalement comprendre. Patricia Ansley a grandi dans une famille qui mesurait les gens par ce qu'ils pouvaient fournir. L'amour était conditionnel, la valeur était financière. Elle a appris à contrôler parce qu'elle était terrifiée d'être contrôlée. Cela n'excuse rien de ce qu'elle a fait, mais cela explique le mécanisme. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a fait du mal ne signifie pas que vous devez le laisser continuer. J'ouvre mon ordinateur portable. Je cherche des thérapeutes dans un rayon de 30 miles. J'en trouve un dans la ville voisine. Dr Karen Webb, conseillère familiale agréée. Disponible le lundi. Je prends le premier rendez-vous. À 2 heures du matin, mon téléphone s'allume. Un SMS de ma mère. Tu as monté ma famille contre moi. Je le lis une fois. Je le lis 2 fois. Je pose le téléphone. Et puis je supprime le message et je vais me coucher. Pendant 27 ans, j'étais le problème. Ce soir, le problème était assis seul dans sa propre cuisine. Et moi, pour la première fois dont je me souvienne, j'ai dormi toute la nuit. Dimanche matin, 2 jours après l'action de grâce. Je fais du café quand la sonnette retentit. Mon père se tient sur le paillasson, mal rasé, les yeux cernés de rouge, portant la même chemise en flanelle qu'il avait jeudi soir, froissé maintenant comme s'il avait dormi dans son camion, ce qui, connaissant mon père, était probablement le cas. J'ai conduit jusqu'à la maison du lac, dit-il, je suis resté là 2 jours à réfléchir. Je me pousse et le laisse entrer. Il s'assied à ma table de cuisine, la petite, celle qui ne peut accueillir que 2 personnes, et regarde autour de mon appartement. Je le regarde observer. Le canapé d'occasion, la bibliothèque que j'ai construite avec des parpaings et des planches, le certificat de conseillère scolaire encadré au mur. Il n'est jamais venu ici avant. En 3 ans de vie seule, mon père n'a jamais rendu visite. Je savais que quelque chose n'allait pas avec la succession. Il fixe ses mains. J'ai vu les factures de rénovation. J'ai demandé à ta mère une fois.
Elle a dit que Robert avait accepté de nous donner sa part. Il marque une pause. Je l'ai cru parce que c'était plus facile. Il ferme les yeux. Oui. Nous restons silencieux. La cafetière goûte. Gérald me dit qu'il a appelé Robert ce matin. Première fois qu'ils se parlaient en 14 ans. 2 hommes au téléphone, tous les deux en pleurs, aucun des deux n'arrivant à commencer la phrase qu'il devait dire. Robert lui a envoyé des copies de tout. Le testament, les relevés, le rapport graphologique. Gérald a lu chaque page. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je veux juste que tu saches que j'en ai fini d'être silencieux. Je regarde mon père, 56 ans. Des mains qui tremblaient quand il les a levées contre sa propre fille. Des mains qui tremblent maintenant pour une raison différente. Papa, je t'aime, mais l'amour n'annule pas ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu me montres, pas que tu me dises, que les choses sont différentes maintenant. Il hoche la tête. Il n'argumente pas. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Et pour mon père, c'est un début. Le mardi suivant, je suis assise dans un petit bureau de Main Street à Clearfield, la ville voisine, en face d'une femme nommée Evelyn Moore, avocate spécialisée en droit de la famille. Robert est à côté de moi, la mallette ouverte sur son bureau entre nous. Evelyn examine les documents un par un, prenant de petites notes dans les marges. Elle est méthodique. Dégagée. Après 20 minutes, elle pose son stylo. C'est une fraude d'État. Claire est bien documentée. Elle regarde Robert. Monsieur Caldwell, les preuves que vous avez compilées sont exhaustives. Les signatures falsifiées seules seraient importantes, mais combinées au relevé bancaire et à l'analyse graphologique, c'est un dossier solide. Elle nous explique nos options clairement. Robert et moi avons tous deux des motifs pour une action civile en recouvrement des fonds détournés. De plus, bien que la falsification d'un testament soit un crime, le bureau du procureur déciderait des poursuites pénales, pas nous. Robert prend la parole en premier. Je ne veux pas que Patty aille en prison, mais je veux que l'argent soit rendu aux personnes à qui il appartient. Je suis d'accord. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis là pour les 40 000 $ que mes grands-parents ont mis de côté pour mon éducation. De l'argent dont je ne savais pas qu'il existait pendant que je travaillais 2 emplois et que je contractais des prêts étudiants. Evelyn rédige les documents. Je lis chaque ligne. Robert signe. Je signe. Pas de discours, pas de déclaration dramatique, juste du papier, de l'encre et un processus juridique faisant ce pourquoi il est conçu. En allant à ma voiture ensuite, je ressens quelque chose auquel je ne m'attends pas. Pas de triomphe, pas de justification, du soulagement. Le genre silencieux. Le genre qui vient de savoir que je n'ai pas inventé tout cela. Que je n'étais pas le fardeau. Que les chiffres n'étaient jamais les miens. Je n'ai pas poursuivi ma mère par vengeance. J'ai déposé une plainte parce que 40 000 $ m'ont été pris avant que je sois assez âgé pour savoir qu'ils existaient. Et parce que quelqu'un doit dire que c'était mal. Les nouvelles voyagent vite dans une ville de 8 000 habitants. Dès la 2e semaine de décembre, l'histoire a fait son chemin à travers chaque banc d'église et chaque rayon d'épicerie à Millfield. Le premier changement visible. Tante Ruth annonce qu'elle organise Noël chez elle. Robert est invité. Patricia ne l'est pas. Personne n'argumente. Personne n'hésite même. Ma mère se défend comme elle sait le faire, par téléphone. Elle appelle chaque parent un par un. Il travaille la liste qu'elle a travaillée pendant des décennies. Mais cette fois, la plupart des appels vont à la messagerie vocale. Les quelques-uns qui répondent sont brefs. Patty, nous avons besoin de temps. Patty, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Cliquez. À Grèce-Lutran, où Patricia est assise au 2e banc, côté gauche, chaque dimanche depuis 20 ans. Les choses changent. Les gens ne l'affrontent pas. Ils se réarrangent juste. Un espace de 2 sièges s'ouvre à côté d'elle, puis 3 sièges, puis tout le banc. Personne ne le dit à voix haute. Ils n'ont pas besoin de le faire. L'espace parle. Elle publie un long message sur Facebook. Quelque chose sur la trahison, sur la famille qui lui tourne le dos, sur le sacrifice puni. Meghan commande dans l'heure. Maman, s'il te plaît, arrête. Tu aggraves les choses.
Patricia supprime la publication le soir même. Gérald déménage sur le canapé du salon. Il ne demande pas la séparation. Pas encore. Mais la porte de la chambre principale reste fermée et il dort sous une courte pointe que sa belle-mère a faite il y a 30 ans. Il commence à appeler Robert toutes les semaines. 2 hommes reconstruisant un pont, un appel téléphonique à la fois. Puis, fin décembre, une lettre arrive à mon appartement de l'avocat de Patricia. Elle a accepté de négocier un règlement. Elle ne veut pas aller au tribunal. C'est la première fois dans la vie de ma mère qu'elle choisit de reculer. Et la seule raison pour laquelle elle le fait est que, pour la première fois, elle ne peut pas contrôler ce qui va se passer ensuite. Quand j'ai lu cette lettre, quand j'ai vu que ma mère avait accepté de transiger, je suis restée assise à ma table de cuisine pendant longtemps, 27 ans, et elle n'avait jamais reculé devant rien. Ni une dispute, ni une accusation, ni un mensonge. Il n'a fallu qu'une mallette usée et un homme assez patient pour attendre le bon moment. Mais je continue à me demander, si oncle Robert n'était pas entré par cette porte, où serais-je en ce moment? Aurais-je riposté seul? Ou aurais-je simplement disparu? Qu'auriez-vous fait? Si personne n'était venu à votre secours, auriez-vous trouvé la force de vous tenir seul? Ou auriez-vous renoncé pour de bon? Je veux vraiment savoir. Dites-le moi en commentaire. D'accord, laissez-moi finir cette histoire. Millfield est le genre de ville où tout le monde connaît vos affaires dès le mardi. Ma mère a construit sa réputation sur 3 décennies. Elle s'est effondrée en 3 semaines. Au Women's Fellowship de Grèce-Lutran, le comité que Patricia a présidé pendant 12 ans se restructure discrètement en janvier. Nouvelle direction, nouveau calendrier de réunion. La raison officielle, le temps de nouvelles perspectives. La vraie raison remplit toutes les conversations chuchotées sur le parking de l'église. Les voisins qui acceptaient auparavant les invitations à dîner de Patricia ont soudain des conflits tous les samedis indéfiniment. Le nombre de cartes de Noël dans notre maison familiale diminue de plus de la moitié. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu m'arrive à l'école. Une mère que je connais à peine, une femme nommée Linda, dont le fils j'ai conseillé pendant le divorce de ses parents, m'arrête dans la file de ramassage. J'ai entendu ce qui s'est passé, mademoiselle Ansley. Pour ce que ça vaut, cette ville est meilleure parce que vous y êtes. Elle me serre la main et s'éloigne avant que je ne puisse répondre. C'est une petite chose, mais dans une petite ville, les petites choses sont tout. Robert vient à Noël chez tante Ruth. Cela fait 14 ans qu'il n'a pas eu sa place à une table de famille. Quand il entre par la porte d'entrée de Ruth, Jenna est juste derrière lui, portant une tarte qu'elle a préparée d'après la recette de leur grand-mère. Ruth tire Robert dans une étreinte si forte que ses pieds quittent presque le sol. Une semaine plus tard, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une photo jaunie, froissée au coin. Mes grands-parents me tenant à 3 ans. Je ris à l'appareil photo et la main de ma grand-mère est sur ma tête, protectrice et sûre, et au dos, de son écriture, notre petite conseillère. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais j'ai le sentiment que c'était un homme qui dort maintenant sur le canapé de son salon et qui essaie, à sa manière discrète, de rendre ce qui a été pris. En février, le règlement est finalisé. Evelyn Moore m'appelle un mardi après-midi, et je me gare sur le parking de l'école pour l'écouter. Patricia accepte de rendre 40 000 $ à Diana et Meghan, le fonds d'éducation des petits-enfants. Et exactement comme le testament original le stipulait, elle rend 70 000 $ à Robert, sa part légitime de la succession qu'elle avait interceptée. Les 30 000 $ restants, que Patricia prétend avoir dépensés pour les dépenses familiales, mais ne peut documenter, restent en litige. Une affaire pour un autre jour. Pour effectuer les paiements, ma mère doit vendre son SUV et puiser dans ses économies de retraite. La cuisine qu'elle a construite avec de l'argent volé vaut plus que la voiture, mais personne ne lui demande de la démolir. Mais l'ironie est suffisante. J'ai reçu 20 000 $, ma part du fonds d'éducation. Je l'utilise pour rembourser mes prêts étudiants. Chaque dernier centime de la dette que j'ai accumulée parce que l'argent qui m'était destiné était dans le compte courant de ma mère tout ce temps. Le montant restant, je le mets en épargne, non pas parce que j'ai des projets pour cela. Mais parce que pour la première fois de ma vie, j'ai de l'argent que personne ne peut prétendre que je leur dois. Personne ne peut agiter un morceau de papier plié dans un salon et dire que je suis un fardeau à cause de cela. C'est le mien, propre et clair. Meghan refuse sa moitié au début.
C'est toi qui as souffert. Dit-elle. Prends tout. Je ne la laisse pas faire. Je le divise exactement comme nos grands-parents l'avaient prévu. Parts égales, comme ils l'avaient écrit. Comme cela aurait toujours dû être. Evelyne me dit que le bureau du procureur de comté examine les preuves de falsification. Pas encore de charge. Peut-être jamais. Je ne pousse pas. Le système juridique fera ce qu'il a à faire. J'ai fait ma part. 20 000 $. C'est ce que ma tranquillité d'esprit a coûté. 20 000 $ et 27 ans à entendre que j'étais le problème. Gérald Ansley ne divorce pas de ma mère. Pas encore, en tout cas. Mais l'homme qui s'assied en face de moi chez Rosie's dîner les samedis matins n'est pas le même homme qui a levé la main contre moi le soir de l'Action de grâce. Il commence petit. Des appels téléphoniques hebdomadaires, de vraies questions, pas du genre « Comment va le travail ?», mais du genre « Comment vas-tu vraiment ?» Il se présente à mon appartement avec une boîte à outils un week-end et répare le robinet qui fuit que j'avais ignoré pendant 6 mois. Il ne dit pas grand-chose pendant qu'il travaille. C'est bien. La clé à molette endiassée. En janvier, il me dit quelque chose autour d'œufs brouillés qui me fait presque lâcher ma fourchette. J'ai commencé à voir quelqu'un, un thérapeute. Il le dit comme s'il avouait un crime. Pour la première fois de ma vie. 56 ans et j'apprends à ne pas être d'accord à voix haute. Il fait un petit sourire embarrassé. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Je ne prétends pas que cela répare tout. Ça ne le fait pas. Mon père a choisi le silence pendant 30 ans. Il a choisi le confort plutôt que sa fille. Cela m'a façonné d'une manière que je suis encore en train de découvrir sur le canapé du Dr Webb chaque lundi après-midi. Mais je sais aussi que le changement à 56 ans est plus difficile que le changement à 27 ans. Chaque rendez-vous qu'il honore, chaque appel téléphonique qu'il passe à Robert, et chaque samedi où il se présente à ma porte, c'est un homme qui se bat contre le courant de toute sa vie d'adulte. Je n'ai pas besoin que tu choisisses entre nous, papa. Je te dis que j'ai besoin que tu te choisisses toi-même. Il hoche la tête, remue son café, ne fait pas de discours. Mon père n'est pas un méchant. C'est un avertissement sur ce qui arrive quand vous choisissez le silence pendant 30 ans. Et c'est aussi la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à parler, même si votre voix tremble. 3 mois après l'Action de grâce, mon téléphone sonne. L'identifiant de l'appelant indique « Maman ». Je le laisse sonner 4 fois, puis je réponds. Sa voix est différente, plus petite. Le ton autoritaire qui pouvait diriger une pièce de 25 personnes a disparu, remplacé par quelque chose de mince et de fatigué. On peut parler ? Je veux t'expliquer. J'accepte de la rencontrer, mais à mes conditions. Pas chez elle, pas dans sa cuisine. Un café à Clearfield, la ville voisine. Public, neutre, suggestion de ma thérapeute. J'apprends que la géographie compte quand on réécrit une relation. Nous sommes assises l'une en face de l'autre dans une banquette près de la fenêtre. Elle commande un café noir. Je commande le même. Pendant un instant, cela semble presque normal. 2 femmes, une table, du café. Sauf que l'une d'elles a volé 180 000 $ à ses parents morts et en a blâmé sa fille de 13 ans. Elle commence, quand tes grands-parents sont morts, j'étais dépassé. La succession, les papiers, le chagrin. Je lève doucement la main. Comme Robert l'a fait le soir de l'Action de grâce. Maman, je ne suis pas ici pour écouter des explications. Je suis ici pour te dire ce dont j'ai besoin pour l'avenir. Elle cligne des yeux. Elle n'est pas habituée à ça. Je m'explique. 1. Tu ne discutes plus jamais de mes finances devant la famille. 2. Si nous sommes en désaccord, nous en parlons en privé. Tu ne recrutes pas de public. 3. Je choisis les événements familiaux auxquels j'assiste. Pas tous. Pas parce que tu me convoques. 4. Tu commences une thérapie. Une vraie thérapie, pas une conversation avec le pasteur Dave autour d'une limonade. Elle écoute. Quand j'ai fini, elle fixe son café pendant longtemps. Et si je ne peux pas faire tout ça, alors nous en restons là, et je serai bien de toute façon. Elle ne répond pas. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Ce sont 2 choses très différentes.
Noël chez tante Ruth est une affaire plus intime. 12 personnes au lieu de 25. La table est dressée avec des assiettes dépareillées et des serviettes en tissu qui ont connu de meilleurs jours. C'est imparfait. C'est honnête. Et l'honnêteté, c'est quelque chose que je n'ai pas eu depuis 27 ans. Je suis assise à côté d'oncle Robert. Jenna est en face de nous. Megan arrive avec un gratin de patates douces. Le premier plat qu'elle ait jamais préparé elle-même pour une réunion de famille sans que maman ne la surveille, dirigeant chaque pincée de sel. C'est un peu trop cuit. Personne ne s'en soucie. Il n'y a pas de cercle de chaises. Pas de discours plié, pas de main levée. Robert dit, la grâce. Sa voix est stable, mais il y a une fêlure à la fin qu'il n'essaie pas de cacher. Pour ceux qui sont ici ce soir, et pour les années que nous allons rattraper. Gérald arrive en retard, seul. Il reste un instant dans l'entrée et je peux voir l'effort qu'il faut pour être ici sans Patricia, dans une pièce pleine de gens qui connaissent maintenant la vérité sur sa femme. Il se dirige droit vers moi et me serre dans ses bras. Pas de mots. Juste un câlin qui dure plus longtemps que n'importe quel câlin qu'il m'ait donné dans ma vie d'adulte. Jenna et moi tirons des crackers. Kyle passe les petits pains. David raconte une blague terrible et tout le monde gémit. Robert rit, un vrai rire, plein et chaleureux. Et je réalise que je n'avais pas entendu ce son depuis mes 13 ans. Patricia n'est pas là. Personne ne la mentionne. Son absence est à la fois un soulagement et une tristesse. Et j'apprends que les deux sentiments peuvent partager la même chaise. La dinde est trop cuite. Robert brûle les petits pains du dîner. Le vin est bon marché et la maison est pleine de courants d'air. Mais quand je regarde autour de la table, chaque personne ici a choisi d'être là. Personne n'a été convoqué. Personne ne jouait un rôle. Et ça, c'est le premier repas de fête honnête que j'ai eu de toute ma vie. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma mère. Patricia Ansley est une femme compliquée. Elle est manipulatrice et dominatrice. Et elle a volé à ses propres parents morts et l'a imputé à une enfant. Ces choses sont vraies. Mais c'est aussi une femme qui a grandi dans une famille où votre valeur était mesurée en dollars. Où l'amour venait avec des conditions et le contrôle était la seule monnaie qui achetait la sécurité. Elle a appris le jeu tôt et l'a bien joué, jusqu'à ce que le jeu la rattrape. Rien de tout cela n'excuse ce qu'elle a fait. Mais je vous le dis parce que je veux que vous compreniez que les gens qui nous font du mal ne sont pas toujours des monstres. Parfois, ce sont juste des personnes brisées qui brisent les autres parce que c'est le seul schéma qu'elles connaissent. Je partage cette histoire parce que je sais que certains d'entre vous sont assis à cette table en ce moment, à la place du bout près de la cuisine, à côté des enfants, à qui on dit que vous êtes un fardeau par les personnes même qui étaient censées vous protéger. Et peut-être, comme moi, l'avez-vous entendu si souvent que vous avez commencé à le croire. Alors, laissez-moi le dire clairement. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez juste cesser de croire la version de vous que quelqu'un d'autre a écrite. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui passe et quand et sous quelles conditions. Et la première fois que vous fermez cette porte à quelqu'un qui vous a fait du mal, même si cette personne est de la famille, la culpabilité vous frappera comme un camion. Je sais. J'ai encore des nuits où je me demande si je suis trop dur. Puis je me souviens de 26 mains et je sais que je ne suis pas dur. J'apprends juste enfin à arrêter de faire passer le confort des autres avant ma propre sécurité. Oncle Robert m'a appris quelque chose que je porterai toujours. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin du bon moment, des bons papiers et d'assez de patience pour attendre. Nous sommes en mars maintenant, 4 mois après l'Action de grâce. Je travaille toujours à Millfield Elementary. Je suis toujours conseillère scolaire, mais j'ai commencé à étudier pour une certification avancée en thérapie familiale. Une partie des frais de scolarité provient du règlement. L'argent de ma grand-mère fait enfin ce qu'elle avait l'intention qu'il fasse. Et Megan et moi nous rencontrons tous les 2 mercredis pour prendre un café au café d'Elm Street. Nous apprenons à nous connaître en tant qu'adultes sans que ma mère ne nous dicte qui nous sommes censés être l'une pour l'autre. La semaine dernière, Megan m'a dit qu'elle pensait aussi reprendre ses études. Peut-être le travail social, a-t-elle dit. Je veux aider les gens comme toi. J'ai failli pleurer dans mon latte. Robert est de retour, complètement de retour. Il était chez Ruth pour Noël, chez Jenna pour le Nouvel An, et dimanche dernier,
il est venu à mon appartement avec une canne à pêche et un thermos de café. 14 ans de voyage à rattraper, a-t-il dit. Gérald va en thérapie tous les jeudis. Lui et Patricia partagent toujours une maison, mais il m'a dit que leur relation était en cours de renégociation. Son mot. Le fait qu'il ait un mot pour ça me dit à quel point il a progressé. Ma mère n'a pas appelé depuis le café. Je n'attends pas près du téléphone. La porte est ouverte si elle décide un jour de la franchir, honnêtement. Mais je ne me tiens plus au seuil en espérant. Je pensais que être rejeté par sa famille était la pire chose qui pouvait vous arriver. Il s'avère que la pire chose est de rester dans une famille où vous devez payer en silence, en honte, en morceaux de vous-même juste pour appartenir. Je ne paie plus. Mon nom est Diana Hansli. J'ai 27 ans. Et pour la première fois de ma vie, je ne dois à personne d'explication sur qui je suis. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé une limite que vous avez eu peur de fixer ou une vérité que vous avez gardée trop longtemps, veuillez aimer et vous abonner. Pas pour l'algorithme, pour la prochaine personne qui a besoin d'entendre cela et ne l'a pas encore trouvé. Et si vous vous demandez ce qui s'est passé ensuite, comment ma mère a réagi au règlement, une conversation que j'ai eue avec mon père qui a tout changé entre nous. Et la lettre que j'ai reçue de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. Cette histoire vous attend. Consultez le lien dans la description. Je suis Diana.